Alors dans cette vidéo, on va commencer le chapitre numéro 8 qui va porter sur l'étude de la matière, plus précisément sur les solides cristallisés. Alors ce chapitre-là, il est dans le prolongement du chapitre numéro 1 qu'on avait fait au tout début d'année qui portait sur les états de la matière. Dans ce chapitre, on va faire au total deux leçons. Une première qui s'appelle Introduction à la cristallochimie, où je vais d'abord vous présenter un petit peu ce qu'est ce domaine. Et dans la deuxième leçon, on passera à une partie beaucoup plus applicative qui ressemble à ce qu'on va vous demander dans des exercices de TD et également pour les sujets de concours. Alors, concernant cette leçon, d'abord, une première chose à savoir, c'est que habituellement, lorsque je la présente, je m'aide des modèles moléculaires que je fais passer dans la salle, et donc chacun peut tenir dans les mains les différentes représentations associées aux structures qu'on va avoir à détailler. Évidemment, avec un enseignement à distance, ça, c'est pas possible, donc j'ai retravaillé le document de cours de façon à mettre beaucoup de schémas et beaucoup de photos également. Du coup, j'espère que avec tout ça, vous arriverez quand même à suivre ce qu'on va avoir à faire. Vous allez avoir besoin d'un petit peu de visualisation dans l'espace. Alors, avant de commencer, pensez à aller sur le Drive pour télécharger le document de cours. Il se trouve dans la rubrique cours, dans le fichier C8L1. Alors pour commencer, un bref historique, je vous laisserai lire ce que je vous ai mis sur le document. Les points essentiels qui me paraissent importants d'être retenus, c'est que lorsqu'on s'intéresse au domaine qu'on va développer maintenant, la cristallochimie, on va essayer de donner la position dans l'espace des entités chimiques qui constituent un solide cristallisé. Il y a plusieurs choses à retenir. Tout d'abord, je vous ai mis ici les 14 réseaux de Bravais, qui sont en fait les 14 formes géométriques permettant de décrire les structures cristallines. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour détailler à partir d'expérience la structure d'un solide? Eh bien là, on parle plutôt de cristallographie. La cristallographie, c'est un domaine où on va faire interagir la matière avec des rayonnements, par exemple. Pourquoi pas des rayons X? Alors les rayons X sont pris pour une raison bien simple. Lorsqu'on s'intéresse comment dire, à la structure de la matière, ce qui va nous intéresser, c'est par exemple la distance qui sépare les atomes au sein d'un solide. Euh, Dans ce cas-là, vous pouvez regarder le petit schéma que je vous ai mis sur le document. Les atomes vont s'arranger en plans successifs, qu'on appelle des plans réticulaires, et ils vont se comporter comme un réseau. Cet instrument que vous avez étudié en optique qui a les mêmes caractéristiques qu'un fil pour réaliser de la diffraction. Du coup, on utilise le phénomène de diffraction des rayons X et on choisit cette radiation-là parce que la longueur d'onde associée est très faible et elle est du même ordre de grandeur que la distance séparant les plans interréticulaires. Ça fait partie des résultats que vous avez dû peut-être retenir de vos enseignements du lycée. Lorsqu'on cherche à faire de la diffraction, il faut que la longueur d'onde soit à peu près du même ordre de grandeur que l'objet avec lequel vous allez faire l'interaction. Les derniers points que je vous mentionne également concernant cette partie cristallographie, eh bien, c'est que la diffraction peut avoir lieu certes avec des rayons X, mais plus récemment on a fait également de la diffraction avec des neutrons. Alors là, vous pourriez être un petit peu étonné de dire comment des particules physiques peuvent subir de la diffraction. Rappelez-vous simplement de la loi de De Broglie qui nous dit qu'il y a une équivalence entre corpuscule et onde, une dualité, exactement comme pour les photons de la lumière. Et donc les neutrons peuvent être décrits à la fois comme des particules, mais également comme des ondes. Et donc pour réaliser ces expériences de diffraction des neutrons, eh bien c'est l'aspect ondulatoire du neutron qui est mis en évidence. Le dernier point, pour sonder la matière, on peut utiliser la microscopie électronique. Alors c'est un domaine qui est assez ardu. La microscopie électronique, c'est une discipline dans laquelle on va avoir une précision extrême. On arrive à faire des choses tellement précises qu'on peut, pour ainsi dire, voir les atomes. Je vous ai mis deux photos. Celle qui est au centre en noir et blanc, dans laquelle vous voyez un fond noir. Lorsqu'il y a du noir, ça veut dire que la matière est constituée de vide. Et lorsque vous avez des petits points blancs, eh bien, c'est la position précise des atomes de la matière qui a été sondée. On peut en plus, avec la microscopie électronique, retirer ou déplacer les atomes au niveau de la matière. Et vous voyez que sur la droite, eh bien, on peut arriver à faire des petits dessins, carrément. Donc c'est pour vous montrer à quel point aujourd'hui on arrive à être précis sur les connaissances des matériaux.
Alors pour la suite, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec le paragraphe grand 2. On se pose la question de savoir comment reconnaître un solide amorphe d'un solide cristallisé. Je vous ai d'abord fait un petit rappel de cours pour vous dire que l'état solide, c'est un état de la matière qui est non fluide, c'est-à-dire que les particules sont fixes les unes par rapport aux autres, et c'est également un état de la matière condensée. Les particules sont au contact, on dit aussi tangentes, les unes des autres. Concernant l'état solide, vous vous souvenez peut-être de ce qu'on avait vu dans le chapitre numéro 1, si ce n'est pas le cas, allez faire une petite révision. On avait dit qu'il y avait plusieurs types de solides, notamment des solides amorphes, dans lesquels il n'y avait pas d'organisation à l'échelle microscopique, et des solides cristallisés, qui possédaient un ordre d'orientation et ou un ordre de position. Eh bien, expérimentalement, si je vous donne un échantillon solide et que je vous demande, avec une expérience à l'échelle macroscopique, de déterminer s'il s'agit d'un solide cristallin ou amorphe, c'est relativement simple, il suffit de chauffer et de faire fondre votre solide. Dans le cas où vous avez un cristal, vous allez avoir une température de fusion bien nette, marquée à une seule valeur. C'est-à-dire que si vous faites une expérience par exemple sur un banc aux fleurs, vous allez faire avancer votre solide sur le banc et pour une température précise, c'est-à-dire un endroit précis du banc, vous allez voir le liquide apparaître. Dans le cas d'un solide amorphe, on parle aussi parfois de verre ou de solide vitreux, les choses sont un petit peu différentes. Lorsque vous allez chauffer un solide amorphe, il ne va pas avoir une transformation solide-liquide quasi instantanée. Ça va mettre plus de temps. Le solide va d'abord devenir un peu plus mou, sa viscosité va augmenter. Pour essayer de comprendre ce qui se passe, eh bien, un exemple de solide vitreux, c'est les matériaux qu'on qualifie dans la vie de tous les jours de plastique. Si vous faites fondre un morceau de plastique, eh bien, vous allez voir qu'il devient de plus en plus visqueux, de moins en moins visqueux quand vous le chauffez, donc de plus en plus liquide. Et entre l'état solide initial et un réel état liquide qui correspond à un état condensé et fluide, il existe toute une plage de température. Et donc, pour montrer le début de la transformation, on appelle Tg la température de transition vitreuse. C'est la température à partir de laquelle le solide chauffé commence à s'écouler. C'est-à-dire à partir de laquelle il commence à avoir une caractéristique de liquide. Alors, pour la suite, dans la partie grand 2, on va donner les différentes familles de cristaux. Alors, ce qu'on va dire là, c'est extrêmement important. Vous devez connaître par cœur ces 4 familles, être capable de donner quelles sont les particules constitutives, préciser également la cohésion qu'il y a entre ces particules, et vous devez aussi être capable de donner un ou plusieurs exemples. Donc, on va voir ça, et je vous ai mis des petits exemples au tableau pour illustrer un peu plus. Alors, le premier type de solide, c'est ceux qu'on va appeler les solides macrocovalents. On dit aussi parfois simplement solide covalent. Le préfixe macro, on retrouve aussi dans macroscopique, il est présent simplement pour dire que les liaisons covalentes vont être présentes dans l'intégralité du solide. Je prends l'exemple pour illustrer ça de la silice. La silice, on en a déjà parlé, c'est un composé dont la formule chimique, la formule brute, qui ne recèle pas toutes les informations sur la structure, s'écrit SiO2. Cependant, lorsqu'on s'intéresse à la structure à l'échelle moléculaire de la silice, on s'aperçoit qu'elle n'est pas constituée d'une succession de molécules SiO2. Au contraire, on voit, comme ce que j'ai dessiné ici, un réseau tridimensionnel de liaisons covalentes. Les atomes de silicium vont faire 4 liaisons chimiques, ils sont tétravalents, comme le carbone, ils sont dans la même colonne, la 14, et les atomes d'oxygène, eux, vont faire à chaque fois 2 liaisons. Normal, ils sont divalents. Ça veut dire que vous pouvez passer dans la silice d'un atome à un autre, peu importe ce que vous choisissez, en ne parcourant que des liaisons covalentes. Et c'est parce que vous ne passez que par des liaisons covalentes que vous avez un solide macrocovalent. Alors, concernant les différents exemples, je vous en ai mis d'autres. Le graphite et le diamant, qu'on va détailler un petit peu plus dans quelques instants, mais on peut aussi citer le silicium sous son état de corps simple, le germanium également. Concernant la suite, donc les solides moléculaires, eh bien cette fois, je n'ai pas fini pour les solides macrocovalents. Donc les particules constitutives de ces solides, ce seront des atomes, et dire ça, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi préciser quelle est la force de cohésion. Eh bien pour un solide macrocovalent, la force de cohésion, c'est la force de la liaison covalente. Vous voyez ici,
avec encore une fois l'exemple de la silice, qu'il y a des liaisons covalentes absolument partout, il y a un réseau tridimensionnel de ces liaisons, et c'est ça qui va donner la cohésion. Vous retenez également un résultat que je vous ai déjà dit depuis quelques mois déjà, l'ordre de grandeur en termes d'énergie d'une liaison covalente, c'est de l'ordre de la centaine de kilojoules par mol. Pour des liaisons simples, grosso modo compris entre 100 et 500 kilojoules par mol. Ok, on passe maintenant à la deuxième catégorie de solides cristallisés, les solides moléculaires. Donc là, on va regarder ce que j'ai mis sur le tableau en haut à droite. Alors, ces solides moléculaires, ils tirent leur nom du mot molécule, puisque les molécules, ce seront les particules constitutives de cette famille de solides. Alors, je vous ai mis plusieurs exemples sur la droite, mais la liste n'est bien sûr pas exhaustive. Je vous ai mis l'hélium. Alors, on va voir pourquoi est-ce qu'un cristal d'hélium serait considéré comme un cristal moléculaire. On peut penser au diode, au sucre de table, au glucose, à l'eau, au dioxyde de carbone, et en réalité, des molécules, vous en connaissez énormément. Vous pouvez prendre par exemple la molécule de propanone, eh bien, vous imaginez que vous le refroidissez, vous obtenez de la propanone solide, ce sera par conséquent un solide moléculaire. Donc là, en termes d'exemple, c'est peut-être pour les solides moléculaires où ce sera le plus facile pour vous. En ce qui concerne la cohésion, eh bien, figurez-vous qu'on a déjà fait un chapitre sur les interactions intermoléculaires. Si vous vous souvenez bien, c'était la leçon C4L2. Dans cette leçon, on avait détaillé différents types d'interactions, les interactions de Van der Waals, Kizom, Debye et London, et également la liaison hydrogène. Eh bien, ce sont ces interactions-là, qu'on avait qualifiées d'interactions de faible énergie, qui vont assurer la cohésion à l'intérieur d'un solide moléculaire. Là, ici, j'ai repris l'exemple du diode. Vous vous souvenez, le diode, c'est une molécule qui est apolaire, aprotique. Les interactions que j'ai symbolisées en noir ici sont des interactions attractives de Van der Waals et plus précisément des interactions attractives de London. Par conséquent, lorsque vous aurez à décrire la cohésion dans un cristal moléculaire, vous prendrez déjà des connaissances que vous avez depuis la leçon C4L2. Ça veut dire que vous avez ici juste un effort de remise en mémoire, mais pas d'apprentissage à réaliser. En ce qui concerne l'énergie associée à ces interactions, eh bien c'est nettement plus faible qu'une liaison chimique. C'est de l'ordre du kilojoule par mol. Pour les interactions de Van der Waals, on se souvient que l'interaction de London est la plus élevée des trois interactions de Van der Waals, et parmi les interactions intermoléculaires, celle qui a l'énergie la plus élevée, c'est la liaison hydrogène, 10 à 40 kJ par mol. On passe ensuite aux cristaux ioniques. Eh bien, leur nom renseigne directement sur ce qu'ils contiennent, ils vont contenir des ions. Donc un cristal ionique peut être a priori mis sous cette forme-là, A indice N, B indice P, avec N et P des antinaturels. L'un des deux va être le cation, l'autre va être l'anion. Pour avoir une liaison ionique entre ces deux entités, je vous ai mis ici un critère sur l'électronégativité. Il faut que la différence d'électronégativité entre les atomes B et A constitutifs du solide soit élevée. Dans ces cas-là, l'atome le plus électronégatif récupère les électrons, le moins électronégatif perd un ou plusieurs électrons, et on se retrouve du coup avec des anions et des cations qui vont s'assembler comme je l'ai mis ici. On va discuter un peu plus précisément dans cette leçon et également dans la suivante de l'arrangement que peuvent avoir les différents cations et les différents anions. En ce qui concerne la force de cohésion dans un solide ionique, eh bien c'est la force de Coulomb qui intervient, c'est-à-dire l'attraction entre les charges plus et les charges moins. Concernant cette attraction, c'est ce qu'on appelle également en chimie la liaison ionique, et l'ordre de grandeur associé, c'est aux alentours de la centaine de kilojoules par mol. Donc la liaison ionique est une liaison chimique forte, comme l'était tout à l'heure la liaison covalente. Le dernier type de cristal qu'on va voir dans cette catégorie, dans cette classification des cristaux, ce sont les cristaux métalliques. Alors, métalliques parce qu'ils sont constitués d'éléments à caractère métallique. On avait déjà localisé ces éléments dans la classification. Ils sont dans les colonnes 1 et 2, à l'exception de l'atome d'hydrogène qui n'est pas métallique. Ils sont également dans le bloc D et dans la partie inférieure gauche du bloc P.
Donc si jamais vous ne vous souvenez plus exactement où sont placés les atomes métalliques, allez voir sur le drive, j'avais mis une classification qui les localisait. Vous trouverez également les informations dans la leçon C2L2. Alors, ces cristaux métalliques, eh bien, ils sont assez particuliers en termes de force de cohésion. La liaison qui relie les atomes métalliques est une liaison chimique spéciale, la liaison métallique. Ce n'est pas une liaison covalente, ce n'est pas une liaison ionique non plus. On va donner quelques informations concernant cette liaison un peu plus loin. La seule chose que vous pouvez retenir dès à présent, c'est ce que j'ai mis en évidence, une liaison métallique est une liaison chimique, donc forte, et l'ordre de grandeur, c'est la centaine de kilojoules par mol, donc quelques centaines de kilojoules par mol, tout comme une liaison ionique et tout comme une liaison covalente. Mais par contre, la façon dont les atomes interagissent est différente. Donc pour conclure sur ces 4 familles, eh bien, dès qu'on vous proposera dans un exercice un cristal, il appartiendra forcément à l'une des 4. Ce qu'on va faire maintenant dans le paragraphe suivant, le petit 2, c'est ce qui est demandé dans le cadre du programme, il va falloir étudier les liens qu'on peut faire entre une structure à l'échelle microscopique, c'est-à-dire à l'échelle de l'atome, de la molécule, et les propriétés macroscopiques perceptibles donc par un être humain. Donc pour ça, on va reprendre maintenant les 4 familles de solides que nous avons vues en voyant les différentes constatations qu'on peut évoquer. On va commencer par la famille des solides macrocovalents. Donc on se souvient que solides macrocovalents, la cohésion est assurée par des liaisons covalentes qui peuvent être développées dans tout le cristal. On va illustrer les propriétés de ce type de solide à travers 2 exemples. Les 2 exemples que j'ai choisis sont très classiques et vous pouvez bien sûr retenir ce qu'on va dire à ce sujet. On va prendre le carbone sous sa forme de graphite. J'ai essayé de reproduire ici au tableau à peu près ce que vous avez sur le document. Et également le carbone sous forme de diamant. On va compléter au fur et à mesure le schéma du diamant de façon à bien comprendre où se placent les atomes. Alors, le but du jeu ici, c'est analyser les représentations microscopiques qui se trouvent dans la 2e colonne, c'est l'intitulé structure, voir ensuite par rapport à ces analyses, quelles sont les interprétations qu'on pourra faire concernant les propriétés connues de ces matériaux. Alors, on regarde tout d'abord la colonne de gauche, pour vous c'est sur le haut du document, avec le graphite. Alors, dans le graphite, vous avez une structure qui est constituée d'un ensemble de feuillets. Donc on peut parler d'une structure en feuillet ou d'une structure lamellaire, puisqu'il y a une succession de lamelles. Cette structure lamellaire, je vais essayer de la représenter ici. Les lamelles sont représentées par les plans que j'ai dessinés en noir, et j'ai mis ici en bas une succession de plusieurs plans pour vous montrer comment ils vont s'arranger les uns par rapport aux autres dans le graphite. Bien évidemment, dans un monocristal, c'est-à-dire un assemblement parfait et de taille suffisamment petite, vous aurez tous les plans dans la même direction. Par contre, dans un polycristal, vous aurez un assemblage de plusieurs monocristaux et vous risquez d'avoir, donc là ici ces plans par exemple mis à l'horizontale, mais pour le grain d'à côté, eh bien vous aurez les plans qui seront tous parallèles mais obliques par rapport à ceux qui sont là, etc. Alors, en ce qui concerne la structure du graphite, on regarde ce que j'ai dessiné ici en haut. Vous voyez qu'on a une structure qui ressemble à une structure en nid d'abeille, c'est-à-dire des hexagones, et on va regarder ce qui se passe au sein d'un plan de graphite. Vous avez, pour chaque atome de carbone, on va en prendre un particulier pour mettre ça en évidence, celui que je repasse ici en rouge, eh bien il va faire, cet atome, 3 liaisons, qui sont ici à droite, en bas à gauche et en haut à gauche, qui sont des liaisons covalentes. Cependant, vous le savez, le carbone est tétravalent, il a 4 électrons de valence. Donc s'il en utilise 3 pour faire des liaisons chimiques, la question c'est où est le 4e? La réponse, eh bien, elle est obtenue à partir des propriétés physiques macroscopiques, et le graphite est un matériau qui conduit l'électricité. Et ce qui va se produire, c'est que au sein d'un feuillet, eh bien, les électrons vont pouvoir se délocaliser en passant d'un atome de carbone à l'autre. C'est quelque chose qui ressemble à ce qui se passe dans les métaux qu'on décrira tout à l'heure. Du coup, on retient que le carbone, sous forme de graphite,
est un conducteur électrique grâce à cet électron délocalisé. Deuxième point, lorsqu'on regarde un feuillet à l'intérieur, vous voyez que vous avez de nombreuses liaisons covalentes. Ces liaisons covalentes, on a dit que c'était des liaisons chimiques, donc fortes, aux alentours de quelques centaines de kilojoules par mol. Ça veut dire que la cohésion entre les atomes de carbone à l'intérieur d'un feuillet est très élevée. Ça veut aussi dire que si on souhaite rompre cette cohésion, en faisant une température en chauffant le matériau pour le faire fondre, eh bien vous allez devoir apporter énormément d'énergie. Regardez sur la droite, je vous ai mis la température de fusion du graphite, elle est à 3700 degrés Celsius, c'est très élevé. Pourquoi? Parce que pour le faire fondre, il faut rompre les liaisons covalentes carbone-carbone. On continue notre analyse. Donc, sur ce plan de graphite, au-dessus et en dessous, on va localiser d'autres plans qui ont une structure similaire. Et vous voyez avec le schéma qui se trouve juste en bas, les plans vont être décalés les uns par rapport aux autres. Donc ça, je n'ai pas pu le représenter, donc je vous le montre ici. Sur ce schéma, on voit le plan à la hauteur la plus haute dessiné en noir. Les atomes de carbone, eh bien, ils vont être mis en décalé du plan en dessous, dessiné en gris clair. Entre ces plans, décalés les uns par rapport aux autres, eh bien, on a une distance qui est très élevée. Je vous l'ai mise ici en évidence, 335 picomètres. C'est bien plus grand qu'une liaison covalente carbone-carbone qui vaut dans le graphite seulement 142 picomètres. La conclusion qu'on peut donc tirer, c'est que entre les plans constituant le graphite, il n'y a pas d'interaction covalente. La seule force qui permet la cohésion entre les plans, ce sont des interactions intermoléculaires, au sens où nous l'avons vu dans le chapitre sur les forces intermoléculaires. Un plan de graphite n'est constitué que d'atomes de carbone. Il est donc apolaire. Il y a beaucoup d'atomes, donc il est très polarisable. Donc entre différents feuillets, il va y avoir des interactions de London qui vont s'établir. Ces interactions de London, elles sont beaucoup plus faibles que des liaisons covalentes. Elles sont aux alentours de quelques kilojoules par mol, maximum 5, 10, tout au plus. Ça veut donc dire que la cohésion entre les feuillets est beaucoup moins bonne que la cohésion au sein d'un même feuillet. Et ça donne des propriétés particulières au matériau. Puisqu'on va avoir pour le graphite un glissement possible des différents feuillets les uns vis-à-vis des autres. Ça veut dire que le matériau va être facilement friable, il va se casser sous l'effet d'une contrainte mécanique. Ça veut aussi dire que grâce à ce caractère friable, on peut utiliser le graphite comme un lubrifiant par exemple pour certains rouages. Qu'est-ce que j'ai mis ensuite? Oui, toujours concernant la distance qui sépare les plans, eh bien, on peut distinguer les propriétés de conduction électrique du matériau. Si vous prenez un générateur et que vous branchez les bornes du générateur ici et là, au sein d'un même feuillet, vous allez appliquer entre ces bornes une tension et on a vu que les électrons au sein d'un feuillet pouvaient se délocaliser. Enfin, certains électrons pouvaient se délocaliser. Donc finalement, vous allez avoir une propriété de conduction de l'électricité dans le sens du feuillet. Si maintenant je change un petit peu le branchement du générateur, je vais dessiner ça en vert, je le branche entre le feuillet qui est en haut et le feuillet qui est en bas. Et bien qu'est-ce qui se passe entre les feuillets? Pour avoir une conduction électrique, il faudrait que des électrons puissent passer d'un feuillet du haut vers un feuillet du bas. Et donc, ils devraient sauter, entre guillemets, une distance de 335 picomètres, qui est gigantesque pour un électron, clairement. Hein, c'est plus que sauter l'équivalent du Grand Canyon pour nous. La conclusion, elle est simple. Dans un plan perpendiculaire au feuillet de graphite, eh bien, la conduction électrique ne se fait pas, ou quasiment pas. On en déduit, du coup, une modification de la propriété de conduction suivant la direction. On dit par conséquent que le graphite est un conducteur anisotrope. Alors, l'anisotropie, c'est quelque chose qui peut avoir lieu en physique. Donc là, on voit un exemple avec la conduction. Vous avez peut-être déjà vu des exemples concernant l'anisotropie d'un indice de réfraction pour certains prismes.
C'est-à-dire que si on prend un matériau, on le regarde dans une direction, l'indice de réfraction a une certaine valeur, et dans une autre direction, l'indice de réfraction a une valeur différente. Est-ce qu'on a dit tout ce qu'il fallait concernant le graphite? Non, encore un dernier point. Toujours sur le grand espacement qu'il y a entre les plans. Entre ces plans, clairement, il n'y a rien, c'est du vide. Ça veut dire que, par conséquent, le matériau graphite, eh bien, c'est un matériau qui va être plutôt peu dense, assez léger, comme on dirait dans la vie de tous les jours. Donc, le fait d'avoir beaucoup de vide, ça se traduit, d'un point de vue numérique, par une masse volumique assez faible. Là, ici, je vous ai donné sa masse volumique, elle est de 2250 kg par mètre cube. Donc, pour comparer, on va voir ce qu'il en est dans un instant dans le cas du diamant. Alors justement, concernant le diamant, vous avez une représentation qui est déjà mentionnée sur le document, et ce que je vous propose de faire, c'est rajouter sur le schéma que j'ai mis à droite la position des atomes de façon à bien comprendre où est-ce qu'ils sont. Tout d'abord, vous voyez que j'ai tracé ici un grand cube, c'est ce qu'on va appeler un peu plus tard une maille, et ce grand cube a pour arête petit a. Donc petit a on le trouve ici, et on le trouve là. Vous voyez que j'ai également prédécoupé ce cube en pointillés. Alors du coup, le dessin est un petit peu surchargé. Vous avez ici une distance A sur 2, et là ici, même chose, A sur 2. Première question à laquelle vous essayez de répondre. Lorsqu'on découpe le grand cube de cette façon, combien de petits cubes est-ce qu'on obtient? Alors on observe, on essaye de compter et on va essayer de voir ça ensemble. Je vais regarder d'abord sur la partie inférieure. Vous avez ici un petit cube, un deuxième, puis à l'arrière un troisième et un quatrième. Ces 4 petits cubes vont être en dessous de 4 autres petits cubes. 1, 2, 3 et 4. Ce qui veut dire qu'on obtient, vous l'aurez compris, 8 petits cubes d'arête A sur 2 dans un grand cube d'arête A. Alors pour placer les atomes de carbone, pour définir la structure du diamant, on va commencer par mettre des atomes de carbone sur chaque sommet du cube. Voilà, donc j'ai placé les 8 atomes sur les sommets, très bien. On va également avoir des atomes placés au centre de chaque face du cube. Donc on en a un qui va venir ici, sur la face du haut, face du bas, face de droite, face de gauche, face avant et face arrière. Si vous comparez le dessin qui est pour le moment au tableau avec ce qui est sur le document, vous voyez que tous les atomes ne sont pas encore représentés. Il va y avoir des atomes de carbone qui vont venir se mettre dans certains petits cubes d'arête A sur 2. Ils vont se placer pile au centre, mais pas dans tous. Il va y en avoir dans 1 sur 2 en alternance. Donc si vous regardez ce qui est représenté en bas, alors on peut peut-être voir les choses différemment suivant comment on considère la perspective. Donc je ne vais peut-être pas tenir compte de ce que j'ai mis sur le document, je vais juste vous expliquer ce que je vais mettre ici. Là, je vais commencer par placer un atome de carbone dans le petit cube qui est en bas, à droite, devant. Donc celui que vous repérez ici. Donc là, je le mets à peu près au centre, ça me donne un petit cube qui est là. Pardon, un motif qui est là. Hop. Sa projection orthogonale sur le plan du bas du cube, elle vient ici. Puisque j'ai mis un motif dans ce petit cube-là, il ne peut pas y en avoir dans celui juste à côté, ni dans celui juste derrière. L'autre va être dans le petit cube opposé. Donc, je vais mettre un autre motif dans le petit cube, à l'arrière, en bas, à gauche, dont la projection orthogonale vient ici. Concernant les 4 petits cubes du bas, on n'y touche plus. Il faut maintenant s'occuper des 4 petits cubes du haut. Si j'ai mis un motif dans le petit cube qui était à droite, en bas, eh bien il faudra que je mette non pas un motif au-dessus de celui-ci, mais opposé, encore une fois, puisque c'est 1 sur 2, mais en alternance. Donc là ici, la projection orthogonale sur la face du haut va venir sur cette face de petit cube, et vous avez ici un atome de carbone,
Et encore une fois, en alternance, on va mettre l'autre, le dernier, dans le petit cube qui est ici à l'arrière, au centre. Concernant les liaisons, je ne vais pas ici les représenter, le schéma est assez chargé, c'est dessiné sur le document. Chaque atome de carbone est tétravalent, et si vous en regardez un particulier, eh bien, ils font 4 liaisons chimiques. Donc là, ici, première constatation, puisque chaque carbone fait 4 liaisons chimiques, il n'y a pas d'électrons délocalisés dans le diamant. Ce matériau est donc un isolant électrique. Deuxièmement, puisqu'il y a des liaisons covalentes dans le diamant, et que ces liaisons covalentes ont une forte énergie, eh bien, pour les rompre, il va falloir apporter énormément d'énergie. Ça correspond à une température de fusion qui va être très élevée. Vous voyez, je vous ai donné la valeur 3550 degrés Celsius. Concernant également toujours ces liaisons covalentes, si vous regardez le schéma, vous vous rendez compte que, le schéma du document, vous vous rendez compte que ces liaisons vont être orientées à peu près dans toutes les directions de l'espace. Ça veut dire que, quel que soit l'angle sous lequel vous allez appuyer sur le matériau, vous allez vous retrouver à devoir déformer un énorme nombre de liaisons covalentes, et toutes ces liaisons vont résister à la déformation. Par conséquent, le diamant est un matériau extrêmement dur. Et d'ailleurs, je vous ai cité dans la première partie une échelle qui précise la dureté des matériaux, qu'on appelle l'échelle de Mohs. C'est le petit lien internet que je vous ai mentionné. Je vous conseille d'aller le voir, ça peut être bon pour votre culture générale. Vous n'avez pas obligation de retenir des choses là-dessus, c'est juste pour vous cultiver. Le dernier point, eh bien, vous voyez que dans le schéma que nous avons fait, c'est très criant quand on le dessine au fur et à mesure, dans un volume cubique relativement petit, on a dessiné beaucoup d'atomes de carbone. Ça veut dire que probablement que le diamant est plus dense que le graphite. Et si on regarde la valeur numérique, on s'aperçoit que la masse volumique du diamant est à peu près 1000 kg par mètre cube plus grande que celle du graphite. C'est donc un matériau qui est plus dense. Donc, on continue notre tour d'horizon des liens entre structure microscopique et propriétés macroscopiques avec le deuxième sous-paragraphe qui porte sur les cristaux moléculaires. Alors pour avoir des cristaux moléculaires, c'est relativement simple, il faut considérer une molécule et les principales caractéristiques qu'on peut retenir sont les suivantes. Tout d'abord, la température de fusion d'un cristal moléculaire sera en général faible. Je vous ai mis plusieurs exemples juste en dessous avec le diode, l'eau et l'argon. Alors quand on regarde la température de fusion du diode, 114 degrés Celsius, on pourrait se dire que pour un être humain, 114 degrés Celsius, c'est élevé, certes. Mais si on compare cette température de fusion à celle des cristaux macrocovalents qu'on a vu juste au-dessus, le diamant et le graphite, supérieur à 3500 degrés Celsius, on se rend bien compte que 100 degrés pour le diode, c'est pas grand-chose comparé aux cristaux macrocovalents. Deuxième point, eh bien, dans les cristaux moléculaires, il n'y a aucun électron délocalisable. Par conséquent, ce sont des matériaux qui seront systématiquement des isolants d'un point de vue électrique. On continue maintenant avec les cristaux ioniques. Donc ceux-ci sont constitués d'ions. Pour pouvoir les construire, on a vu tout à l'heure qu'il fallait prendre deux éléments chimiques qui avaient des électronégativités très différentes. Ça signifie que dans la classification, vous allez prendre les anions en piochant sur la droite et vous allez prendre les cations en piochant sur la gauche. Concernant les cristaux ioniques, retenez qu'ils sont non conducteurs électriques. Alors ça, c'est quelque chose qui peut peut-être vous étonner, puisque il y a des charges électriques à l'intérieur. En effet, mais pour avoir un courant électrique, la présence de charge n'est pas suffisante. Il faut que ces charges puissent se déplacer. Pourtant, dans un état solide, les cations comme les anions ont des positions fixes. Ça, c'est parce que l'état de la matière est non fluide. Et puisque les positions des cations et des anions sont fixes, eh bien, il n'y a pas de circulation de courant électrique à travers un cristal ionique. Si on avait la possibilité de prendre un gros morceau de chlorure de sodium, par exemple, et de lui appliquer une tension à ses bornes, eh bien, on aurait un courant quasi nul. Ou même nul, je ne sais pas, ça dépendrait probablement de la sensibilité des instruments de mesure qu'on aurait. Alors, pour illustrer un point important qu'il faut retenir dans le cadre du programme, j'ai choisi justement de travailler avec le chlorure du sodium. On nous demande dans le programme de montrer que dans un cristal ionique, les ions de signe opposé sont en contact, et c'est ce contact qui va assurer la cohésion du cristal, alors que, au contraire, les ions de même signe ne sont pas en contact. Donc vous avez sur le schéma
une représentation du chlorure de sodium. Les ions chlorure, eh bien, ils sont plus gros que les ions sodium, c'est normal, ils ont capté des électrons en plus, alors que le sodium, lui, il a perdu des électrons pour devenir Na+. Les rayons ioniques sont notés juste en dessous, 97 picomètres pour Na+, 181 picomètres pour Cl-. Ça veut dire que dans la représentation qui vous est proposée, les gros poids verts, ça correspond aux ions chlorure, Cl-, et les petits poids bleus, ce sont les ions sodium, Na+. Je vais les repositionner en direct pour que vous voyez bien où est-ce qu'ils vont être chacun placés. On va commencer par positionner les anions, donc les ions chlorure. Je vais les représenter sous forme de cercles verts. Alors, ils sont localisés au sommet du cube, sur chacun des sommets. Et il y a également des ions chlorure au centre de chaque face. Donc, en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, hop, il va être par ici, et derrière, par là. Ensuite, concernant les ions sodium, c'est des cercles bleus que je vais dessiner pour coller aux notations du document. Alors, si on observe bien leur position, il y en a un au milieu de chaque arête. Tiens, d'ailleurs, je ne vais pas faire des petits ronds, mais pour distinguer les formes, ce sera plus facile. Je vais faire des petites croix entourées. Donc, ils sont au milieu de chaque arête. Donc, il y a 12 arêtes au total. On fait attention de ne pas en oublier quand on fait le dessin. Et lorsqu'on a dessiné tout ça, si vous avez bien l'œil, vous voyez que j'en ai oublié un. Lorsqu'on analyse la structure, on se rend compte que un ion sodium, il y en a également un au centre du grand cube. Donc il va venir se placer ici. Là maintenant, la description est finalisée. Alors, à partir des données qui sont mentionnées, on va prendre les notations suivantes. Donc j'ai choisi de noter A minuscule la longueur d'une arête du cube. Et on va commencer dans un premier temps par essayer de montrer qu'il n'y a pas tangence. Je me suis perdu. Non, montrer qu'il y a tangence des ions de signe opposé. Voilà, bon, en plus je l'avais déjà écrit. Donc, pour pouvoir montrer qu'il y a tangence, c'est-à-dire contact, ce que je vous propose de faire, c'est de travailler le long d'une arête. Pour illustrer ce que je vais dessiner là, je vais choisir de travailler sur cette arête-là, celle qui est en bas, à l'avant. Sur cette arête, au centre, on va avoir un ion sodium. Il est relativement petit, le voici, et de part et d'autre, on va avoir les ions chlorure. Donc là ici, je vais considérer seulement la moitié visible de l'ion chlorure de gauche, et même chose pour l'ion chlorure de droite. Comment faire pour savoir s'il y a tangence ou non? Eh bien, on va comparer la longueur de l'arête, c'est-à-dire la valeur de petit a, au rayon qu'on croise le long d'une arête. Là, ici, lorsqu'on parcourt le schéma de la gauche vers la droite, on rencontre une fois le rayon de l'ion chlorure. Là, ici, pour le sodium, faites attention, c'est le diamètre, donc 2 fois le rayon de Na+, et ensuite une deuxième fois le rayon de Cl-. Donc, on calcule la quantité 2 fois le rayon de Na+, plus 2 fois le rayon de Cl-. Et donc, prenez votre calculatrice, faites l'application numérique, on retrouve la valeur du paramètre petit a qui est de 556 picomètres. Deuxième point, donc là, ce qu'on dit, avant de passer à la suite, ce qu'on dit sur cette arête-là, eh bien, par raison de symétrie, dans le schéma qu'on a mis juste au-dessus, ce sera valable sur chacune des arêtes. Et donc, encore une fois, par raison de symétrie, ce sera valable à l'intérieur de l'intégralité du cristal. Maintenant, concernant la non-tangence des ions de même signe, pour pouvoir étudier cette non-tangence, je vous propose de travailler sur une des faces du cube, peu importe laquelle. Imaginez-vous par exemple que vous soyez sur la face avant. Et bien, sur cette face avant, on va retrouver plusieurs ions. Je vais mettre la légende, c'est le schéma que j'ai dessiné ici. En vert, ce sera les ions Cl-. Et en bleu,
les ions Na+. Vous voyez que j'ai mis des petits points rouges. Ces points rouges, ça correspond aux points de contact entre les anions et les cations. C'est ce qu'on a montré dans le petit paragraphe juste avant. On souhaite maintenant montrer que des ions sodium ne sont pas en contact les uns avec les autres, ou alors que les ions chlorure ne sont pas en contact les uns avec les autres. Par raison de symétrie, si on arrive à le démontrer pour l'un des deux ions, ce sera exactement la même chose pour l'autre ion. Alors avec le schéma qui est représenté ici, si vous observez un petit peu, vous allez voir qu'il est plus facile de travailler avec les ions chlorure que les ions sodium. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer sur la diagonale d'une face. Alors déjà, vous voyez que j'ai essayé de faire le schéma le plus propre possible. On s'aperçoit que la non-tangence paraît vérifiée. Si vous le faites avec une règle ou une feuille quadrillée et un compas, vous arriverez à montrer qu'effectivement, ça ne se touche pas. Maintenant, on va essayer de le démontrer également par le calcul. Lorsqu'on a un cube d'arête A, ici, la face va avoir comme côté également la longueur A, et en appliquant le théorème de Pythagore, je vous passe les détails, on aura pour la diagonale A racine de 2. Je vais aller chercher ma calculatrice pour calculer la valeur de A racine de 2, et on va comparer cette valeur à quoi? Il faut regarder quels sont les rayons qu'on croise le long de cette diagonale. Si on observe bien, on a ici en bas une fois le rayon de l'ion chlorure. Au centre, c'est le diamètre, donc 2 fois le rayon de l'ion chlorure. Et ici, une 4e fois. Donc, on doit comparer la quantité A fois racine de 2 à la quantité 4 fois le rayon des ions Cl-. Donc l'application numérique nous donne les résultats suivants. Pour A racine de 2, c'est-à-dire la diagonale de la face, on trouve 786 picomètres, et 4 fois le rayon des ions chlorure vaut 724 picomètres. Ça veut dire que lorsqu'on passe de ce coin jusqu'à celui-ci, on aura une distance supérieure à 4 fois le rayon de l'ion chlorure. On va donc avoir des vides interstitiels qui sont là ici entre les deux ions en bas à gauche et ici entre les deux ions en haut à droite. On peut même évaluer la grandeur de ce vide en faisant la différence de ces deux grandeurs, le tout divisé par 2. Ok, donc concernant les solides ioniques, on peut s'arrêter là. Retenez bien ce résultat, on le reprendra dans la deuxième leçon. Pour terminer sur ce tour d'horizon du lien entre propriétés macroscopiques en lien avec la structure microscopique, on va parler des cristaux métalliques. Alors pour les cristaux métalliques, je vous l'ai dit, ils ont une grande particularité, c'est la liaison qui assure la cohésion, qui est la liaison métallique. On va en dire un petit peu plus. Donc je vous ai mis un petit paragraphe, essayez de retenir un maximum d'informations dessus pour bien distinguer dans votre tête cette nouvelle façon d'assurer la cohésion dans la matière. Dans un métal, on peut décrire la liaison métallique de plusieurs façons. Un modèle qui est assez fréquemment utilisé, c'est le modèle de Drude, qu'on appelle également modèle de la mer d'électrons ou modèle du gaz d'électrons. Alors, pour essayer de comprendre ce qui se passe, on va imaginer de façon fictive qu'on est en train de créer un matériau métallique. Vous prenez initialement un atome métallique, on peut le noter grand M, et lorsque vous allez créer un matériau, ce métal M ne va pas s'associer sous sa forme électriquement neutre. Il va perdre un ou plusieurs électrons, ça dépend de la nature de l'élément chimique, et vous allez donc obtenir une transformation de M en un cation NN+, avec libération, entre guillemets, de N électrons. Donc ce que vous allez faire, lorsque vous allez empiler les grains de matière, c'est que vous allez empiler des cations Mn+. Là ici, je vous ai mis donc un empilement de 8 cations chargés plus 1, pour simplifier un petit peu. Donc là, votre grain de matière, il est ici. Si on s'arrête là, il y a un problème évident qui est la non-électroneutralité.
Là, dans mon grain de matière, j'ai au total 8 charges plus, et ça ne peut pas exister. Ça veut dire que les électrons qui ont été perdus lors de cette expérience fictive, ils ne sont pas libérés vers un milieu extérieur. Non, non. Ils sont contenus dans le matériau. Mais par contre, ce ne sont pas des électrons localisés. Ce n'est pas une liaison chimique au sens de Lewis. C'est-à-dire que écrire M liaison M avec M un atome métallique, eh bien ça c'est une description qui est fausse. La théorie de Lewis ne s'applique pas là-dessus. Ne s'applique pas aux métaux. On va donc avoir, pour ce matériau-là, eh bien, vu que j'ai mis 8 éléments chimiques, il y a 8 charges plus, je vais maintenant rajouter 8 électrons. Ils sont non localisés et ils appartiennent à toute la structure. Ces 8 électrons non localisés, ils peuvent se déplacer vers le haut, vers le bas, la droite, la gauche, peu importe. Et ça va donner des propriétés intéressantes aux métaux. Le fait d'avoir des électrons mobiles, ça leur donne des propriétés de réflexion. On a déjà vu que les métaux étaient réfléchissants. Ça leur donne également des propriétés de conduction thermique et électrique. De plus, le fait que la liaison métallique soit non localisée, non directionnelle, eh bien, ça veut dire que le matériau va être un conducteur isotrope. Peu importe que vous branchez votre générateur en haut et en bas ou de chaque côté, vous arriverez toujours à faire circuler les électrons à l'intérieur du matériau. Alors on arrive maintenant à la fin de la leçon avec le paragraphe grand 4. Ce paragraphe, c'est là où vous allez, je pense, avoir le plus de difficultés au niveau de la compréhension parce qu'on va définir énormément de choses. En cristallochimie, encore plus qu'ailleurs en chimie, la plus grande rigueur est de mise. Et donc ce qu'on va faire là, c'est donner des définitions qu'il va falloir dans un premier temps ingurgiter. C'est un travail un petit peu fastidieux, mais ce sera nécessaire pour ensuite comprendre les questions qui vous seront posées dans les exercices. Si vous ne passez pas d'abord par l'apprentissage et la compréhension des définitions, on peut bien vous demander de représenter une maille conventionnelle. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous n'y arriverez jamais. Donc, tout d'abord, concernant la description des solides, donc, on passe là à la partie cristallochimie. On va utiliser, dans le cadre de la description, 2 modèles qui vont nous simplifier la vie. Le premier modèle, c'est celui qu'on nomme le modèle du cristal parfait. Alors, il porte bien ce nom, puisque dans ce modèle-là, on va formuler 2 hypothèses. La première, c'est que le cristal est de dimension infinie. Ça nous permet de ne pas tenir compte des bords du cristal. En réalité, quand on considère du chlorure de sodium, eh bien, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe au niveau de la surface? Est-ce qu'on a un ion sodium en contact avec rien? Est-ce qu'on a un oxyde de sodium? Eh bien, cette question-là, elle est intéressante, elle ne fait pas partie du programme et donc on ne la traitera pas. Cependant, si jamais ça vous intéresse, vous verrez que je vous ai mis quelques exemples de défauts dans les cristaux à la fin de la 2e leçon et surtout un lien vers un site internet de l'école des mines, je ne sais plus de quelle ville, qui liste l'intégralité de ces défauts. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez approfondir. Le deuxième point, c'est que les motifs dans le cristal parfait vont être empilés de façon tripériodique dans l'espace, c'est-à-dire dans les 3 directions de l'espace, et ce, sans aucun défaut. Donc, on reprend le critère précédent, à savoir qu'on considère que notre cristal ne comporte aucun défaut. Ce qui est bien sûr une approximation, puisque dans la réalité des choses, tous les cristaux comportent des défauts. Le deuxième point avec lequel on va travailler, le deuxième outil de description, c'est le modèle des sphères dures. Alors, lorsqu'on essaye d'expliquer la cristallochimie, il est assez commode de décrire les entités qui constituent le cristal comme des sphères. Alors, parfois, la géométrie sphérique est adaptée. Par exemple, si on considère des atomes d'hélium, bien on sait qu'un atome a plutôt une géométrie sphérique. Vous avez pu le constater avec les images de microscopie électronique, et donc dans ces cas-là, pas vraiment de problème. Par contre, quand on considère une molécule qui n'est pas sphérique, imaginez qu'on prenne de la carboglace, c'est-à-dire du dioxyde de carbone solide. Cette fois-ci, la molécule est plutôt sous forme d'un bâtonnet que sous forme d'une sphère. Dans ce cas-là, on pourrait décrire autour de la molécule de dioxyde de carbone une sphère qui l'inclurait totalement, afin de décrire la forme. Quoi qu'il en soit, vous comprenez bien que ce modèle des sphères dures, c'est encore une fois une simplification. Si jamais on voulait être
tout à fait précis. Dans des cas comme celui du CO2, il faudra adopter d'autres modèles pour la description de la forme des entités constitutives. Dans le cadre du modèle des sphères dures, donc, on va considérer que toutes les entités chimiques qui constituent le solide sont des sphères. Le fait qu'elles sont dures va impliquer deux choses. Ces sphères vont avoir un rayon constant. On va considérer qu'il n'y a jamais de déformation, ce qui n'est pas tout à fait exact. Et le dernier point, c'est que les sphères étant dures, elles ne vont pas pouvoir s'interpénétrer. Encore une fois, ici, il peut y avoir une certaine approximation. Donc maintenant qu'on a posé ces deux modèles, dont il faut retenir les hypothèses de fonctionnement, on va pouvoir passer aux différentes définitions géométriques qui nous permettent de décrire un cristal. Donc dans le paragraphe petit 2, on va commencer par décrire ce qu'on appelle la maille et également, au pluriel, les paramètres de maille. Donc tout est déjà noté sur le document. La maille, je vous dis que c'est une forme géométrique parallélépipédique. Ça veut dire que si je dessine ce genre de choses, eh bien ça correspond à une maille. Revenez un petit peu en avant sur le document. Au tout début, lorsque je vous donnais les 14 réseaux de Bravais, eh bien les figures géométriques représentées sont à chaque fois des mailles. Afin de définir cette maille, on va utiliser des outils mathématiques que vous connaissez déjà bien, qui sont des vecteurs. En l'occurrence, les vecteurs vont s'appuyer sur les arêtes de la maille parallélépipédique. Donc là ici, si je complète le schéma, donc ce que je vous ai mis sur le document, c'est l'espèce de cube vert et bleu. Donc on va définir trois vecteurs. Un premier qu'on va nommer ici petit a, qui correspondrait à un axe des abscisses. Ensuite un deuxième vecteur petit b, qui correspondrait à l'axe des ordonnées. Et un troisième vecteur petit c, qui correspondrait à l'axe des côtes. Ces trois vecteurs, lorsqu'on en prend leurs normes, eh bien, on les note en général petit a, petit b et petit c. C'est ça qu'on va appeler les paramètres de maille. On peut également définir des angles qui vont varier suivant la forme du parallélépipède. Concernant ces angles, eh bien, on fait une espèce de permutation circulaire, c'est-à-dire que l'angle compris entre les vecteurs a et c, eh bien, il est décrit par la lettre bêta. L'angle entre A et B, ce sera l'angle gamma. Et enfin, l'angle entre B et C, ce sera l'angle alpha. Donc, une fois qu'on a les trois vecteurs de base et leurs angles, eh bien, on peut reproduire comme ça ce motif, enfin plutôt cette maille, dans les trois directions de l'espace et ainsi reconstruire l'intégralité du cristal. Juste en dessous, je vous ai écrit une remarque. Je vous ai mis qu'un même cristal peut être décrit par plusieurs mailles différentes. Ça veut dire qu'il n'existe pas pour la maille une seule et unique bonne réponse. Pour vous illustrer ça, je vous ai remis là ici, en haut à droite, le schéma qui est sur le document. Donc, dans ce dessin, on travaille en deux dimensions. Et donc, vous voyez que vous avez un ensemble de points noirs qui pourraient correspondre, par exemple, aux entités chimiques constitutives du cristal. Eh bien, ici, sur le schéma que vous avez, il y a trois exemples de mailles qui sont proposés. Ce sont les exemples 1, 2 et 3. Vous voyez qu'à chaque fois, eh bien, on a pour le vecteur B quelque chose de différent. L'angle entre le vecteur A et le vecteur B varie également. Et pourtant, eh bien, ces vecteurs permettent bien de retrouver tous les petits points si on en effectue des translations. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Sachez également, alors là c'est plus pour ceux qui continueront à faire de la chimie après la prépa, on peut imaginer des exercices assez vicieux où les paramètres, où les vecteurs de base A et B ne s'appuient pas sur la position des entités. Donc on pourrait très bien, je vais mettre un quatrième exemple, décrire la maille de cette façon. Mais là, ce sera vraiment d'un niveau plutôt expert, réservé à du Bac plus 3 et plus. On continue notre tour d'horizon. On passe maintenant à la définition de ce qu'on appelle les nœuds et le réseau. Alors, on appelle nœud un point dans l'espace défini par une translation des vecteurs de base. Donc,
juste en dessous, je vous ai mis donc T, la translation. On va pouvoir l'écrire N fois A plus M fois B plus P fois C avec N, M et P qui sont des entiers relatifs. L'idée, c'est que lorsqu'on utilise toutes les translations possibles, on retombe sur toutes les positions décrites par le cristal. Si vous reprenez l'exemple qui est juste au-dessus, que vous preniez n'importe laquelle de ces quatre jeux de vecteurs de base, eh bien vous arriverez à retomber sur chacun des points dessinés. Alors là ici, chacun des points dessinés, vu que c'est des points qu'on obtient par translation des vecteurs de base, eh bien c'est des points qu'on va appeler des nœuds. Je vous ai également mis d'autres exemples sur le document, juste en dessous, avec trois dimensions différentes, enfin trois schémas différents. Celui le plus à gauche, c'est lorsqu'on est en dimension 1. La dimension 1, vous savez que c'est un seul axe. Donc dans ce cas-là, vous avez des nœuds qui vont être tous alignés. Lorsque vous êtes en dimension 2, eh bien, les nœuds vont être coplanaires. Et vous allez donc avoir une description plane. Et si vous êtes en dimension 3, dans ce cas-là, vous aurez quelque chose de tridimensionnel, donc c'est ce qu'on aura pour les cristaux de façon classique. Concernant la définition suivante, celle du réseau, eh bien, elle est intimement liée à la définition d'un nœud, puisque le réseau, c'est l'ensemble de tous les nœuds. Le dernier point à définir, c'est un terme générique que j'ai déjà utilisé un peu plus tôt dans la vidéo, le terme de motif. Alors d'abord, on va faire un petit point sur l'utilisation dans le langage courant de ce qu'est un motif. Tout d'abord, on peut utiliser le terme motif comme une justification. Par exemple, quel est le motif de ton retard? En l'occurrence ici, ce n'est pas du tout ce sens-là qu'on aura à utiliser. Le terme motif peut également être utilisé lorsqu'on parle, par exemple, de textile ou de tapisserie. Vous savez, si vous avez une forme qui se reproduit périodiquement sur un vêtement ou sur une tapisserie, vous direz que c'est un motif qui va se répéter. C'est cette définition du motif qu'on a choisi pour la cristallochimie. Donc, le motif, ce sera une entité chimique. Concrètement, ça va être une molécule, un atome ou un groupement d'atomes, ça peut être également des ions, et ce fragment va être représenté périodiquement dans l'espace. Lorsqu'on n'est pas un prof de chimie pervers et qui cherche à torturer ses élèves, on fait correspondre la position des nœuds et des motifs, et ça veut donc dire que ce motif va se retrouver superposé à chaque fois que vous avez un nœud. Et donc, les définitions qu'on a vues dans le paragraphe petit 2, ce sont celles en général qui seront données dans l'énoncé. Et les définitions qu'on va voir à présent sont celles qui figureront dans les questions. C'est plutôt les grandeurs qu'on va vous demander de calculer. Donc, de façon à illustrer chacune de ces définitions, j'ai choisi de prendre l'exemple d'une certaine structure cristalline. Je vous l'ai noté juste avant, même si je ne l'avais pas commenté. Structure cristalline, c'est lorsqu'on a un ensemble motif plus réseau. Alors, la structure, j'essaie de la représenter au tableau, là ici, ça correspond à un empilement cubique simple, c'est ce que vous avez sur le document avec ce schéma. Donc, pour l'empilement cubique simple, eh bien, vous avez sur le schéma que je viens de vous montrer un total de 8 sphères qui sont représentées, 8 sphères dures, 4 à l'avant et 4 à l'arrière, qui vont par conséquent définir un cube. Le cube, si on le représente avec des sphères coupées, voici ce qu'on voit. Ce qu'il faut alors bien comprendre, c'est que les sommets du cube correspondent au centre de chacune des sphères. Concernant les deux représentations que je viens d'évoquer, elles sont assez difficiles à faire proprement à la main. Vous le voyez au tableau, mon dessin n'est pas terrible. Du coup, on préfère en général travailler avec des représentations éclatées. Une représentation éclatée, ça veut dire qu'on ne va pas représenter la sphère aussi grosse qu'elle est. On va la faire par exemple sous forme d'un petit pois ou d'une petite croix. Et on ne va pas les faire se toucher les unes les autres. Alors, regardez ici comment est-ce qu'on va placer les différentes sphères. Donc là, je vous ai remis la maille cubique. Donc cette maille pour l'instant elle est vierge. Et je vais dessiner des petits ronds bleus pour préciser la position des motifs. Alors
motif, souvenez-vous bien, ça peut être une molécule, un ion, un atome. En l'occurrence, dans l'empilement cubique simple, les motifs se placent un sur chacun des sommets, et c'est tout. À partir de là, voyons les différentes grandeurs qu'on va vous demander de calculer. Alors, tout d'abord, la population, qu'on appelle aussi parfois la multiplicité de la maille. Alors, cette population, elle correspond au nombre de motifs, c'est-à-dire au nombre de sphères, incluses entièrement dans le volume cubique. Pour ça, eh bien, on utilise un terme particulier. On dit qu'un motif appartient en propre à la maille si et seulement si il est contenu intégralement dans la maille. Si on reprend le dessin qui est ici, vous voyez bien que les sphères qu'on considère, il n'y en a aucune qui est incluse intégralement à l'intérieur de la maille cubique. Vous voyez, à chaque fois, les sphères sont coupées. La question, c'est de se dire, eh bien, pour une sphère donnée, regardez par exemple celle qui est ici, devant, en haut, à droite, quelle est la fraction de la sphère incluse dans le cube représenté? Alors les meilleurs d'entre vous vont tout de suite dire, c'est 1/8 de sphère. Pour ceux qui ont un petit peu plus de mal, eh bien, je vous propose de raisonner sur ce schéma. Alors pour bien comprendre ce que je vais dessiner, je vais d'abord poser le paramètre de maille de la maille cubique qui est ici égal à petit a, et ce que j'ai dessiné en dessous, c'est un ensemble de 8 mailles cubiques de paramètre petit a. Donc là ici, la longueur petit a, on la retrouve à cet endroit. Par conséquent, eh bien, des motifs, on va en avoir sur chacun des sommets de ces cubes, et donc je vais prendre un instant pour dessiner tous ces motifs. Donc là, j'ai dessiné plus vite que mon ombre, les motifs sont tous placés, et de façon à savoir quelle est la fraction d'un motif incluse dans un cube en particulier, je vous propose de porter notre attention sur celui qui est au centre, ici, celui que je repasse en rouge. Ce motif sphérique, il est commun aux 8 mailles cubiques qui ont été dessinées. Par conséquent, s'il appartient simultanément aux 8 mailles par raison de symétrie d'un empilement cubique, il va y en avoir 1/8 dans le petit cube dans le cube qui est en bas à gauche devant, 1/8 dans celui qui est juste à droite, 1/8 dans celui derrière, et donc au total vous avez 8/8, vous retrouvez donc une sphère entière. Du coup, lorsqu'on a à écrire la population d'un empilement cubique, eh bien on écrira les choses de cette façon. Z, c'est la notation qu'on prend pour la population. De façon à savoir quel est le nombre inclus à l'intérieur du cube, on va commencer par regarder donc le nombre de motifs qui se trouvent sur des sommets. Des sommets dans un cube, il y en a 8, et donc on a 8 motifs au sommet. On vient de voir avec le dessin juste ici que chacun des motifs ne compte pas pour 1, puisqu'il est partagé entre 8 mailles. Il va donc compter pour 1/8. Donc on met 8 fois 1/8. Ce que je vous encourage à faire, c'est en dessous une petite parenthèse pour préciser qu'ici, ce sont des motifs au sommet dont il est question. À partir de là, eh bien, 8 fois 1/8, on a un motif par maille. Cette valeur de 1 motif par maille est valable uniquement pour l'empilement cubique simple. Par contre, ce que nous pourrons dire, c'est que si on prend de l'or et qu'on vous dit l'or cristallise en cubique simple, vous aurez un motif par maille. Si vous changez en disant le dioxyde de carbone cristallise en cubique simple, eh bien vous aurez pour le dioxyde de carbone un motif par maille. C'est quelque chose qui est assez général. Le deuxième point qu'on va avoir à détailler, c'est... je vais vérifier qu'on n'a rien oublié là-dessus. C'est bon. Le deuxième point, c'est la coordinance. Coordinance, il y a une notion de coordination, c'est-à-dire de jonction. Il faut regarder pour la coordinance le nombre d'atomes, de motifs, c'est plus général, le nombre de motifs qui sont tangents, c'est-à-dire au contact, avec un motif donné. Pour expliquer la coordinance en général, il est bien de faire un dessin
relativement grande. Donc pour la justifier, je vais reprendre le dessin que j'ai fait ici. Et je vais encore une fois m'intéresser au motif rouge qui est au centre des 8 mailles cubiques. Comment est-ce qu'on fait pour savoir quels sont les voisins les plus proches? Sur un cas relativement simple comme celui-ci, logiquement, les choses doivent se voir de façon presque triviale. Si jamais vous ne les voyez pas ou que vous avez un doute, sur des exemples un peu plus complexes, ou même sur celui-ci, eh bien, vous prenez le motif rouge et vous vous astreignez à calculer la distance du motif qui est là, par exemple. Là, la distance entre les deux, c'est facile, c'est l'arête d'un cube, c'est A. Quelle est la distance entre le motif rouge qui est ici et le motif qui est là? Cette fois-ci, on est passé par la diagonale d'une face. A fois racine de 2, puisque racine de 2 vaut à peu près 1,41, ça veut dire que ce motif-là est plus éloigné du motif rouge que ne l'était celui-ci. Du coup, eh bien, on va faire comme ça pour tous les motifs voisins. On cherche tous les plus proches voisins. Et ici, on en aura combien? Eh bien, il y a celui qui est à gauche qui est distant d'une distance A. Celui qui est à droite, même chose. Il y a celui qui est en haut, celui du bas. Et également, dans l'espace, donc celui qui est à l'avant et celui qui est ici à l'arrière. Vous avez donc, pour ce motif rouge, une coordinance qui vaut 6. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, il faut rajouter une petite phrase magique. Ce qu'on a dit pour ce motif particulier peut être généralisé pour chacun des motifs par périodicité spatiale du cristal. C'est-à-dire que en dessinant d'autres mailles, par exemple si on en dessinait plus à droite, on pourrait mettre celui-ci au centre de 8 mailles cubiques, et donc il serait entouré de la même façon que celui qu'on a mis en évidence. Donc, quel que soit l'atome considéré, la coordinance vaut 6. Le point suivant qu'on va vous demander de calculer, c'est la masse volumique. Alors la masse volumique, on en a déjà parlé, c'est relativement facile à définir. On va la noter ρ. Et une masse volumique, c'est défini par le rapport d'une masse sur un volume. Il faut être un petit peu plus précis que ça pour ne pas se tromper dans le calcul. La masse, ce ne sera pas n'importe laquelle. Ce sera la masse des motifs à l'intérieur de la maille. Concernant le volume, eh bien, ce sera le volume de la maille elle-même. Ça veut dire que pour déterminer la masse volumique d'un solide macroscopique, on peut raisonner à l'échelle microscopique. Et ça, c'est faisable puisqu'on est dans le cadre du cristal parfait. Aucun défaut. Alors, concernant ces deux grandeurs, celle qui est peut-être la plus facile à calculer, c'est le volume. Alors, le volume, vous connaissez bien le volume d'une sphère, d'un cube, en tout cas j'espère. Le volume d'un parallélépipède pour lequel les angles alpha, bêta et gamma sont tous les trois différents et tous les trois différents de 90 degrés, c'est un petit peu plus coriace. Logiquement, vous avez vu en mathématiques un outil qu'on appelle le produit mixte ou déterminant qui nous permet d'arriver à ça. Et donc, le volume peut être défini comme A scalaire B vectoriel C dans le cas général. Ou alors, en faisant une permutation circulaire de ces trois lettres. Ce qu'il faut savoir pour vous, c'est que la plupart du temps, nous travaillerons avec des mailles cubiques. Pour une maille cubique, on aura A égale B égale C. On aura aussi alpha égale bêta égale gamma égale 90 degrés. Et par conséquent, le volume d'une maille cubique va se résumer au paramètre de maille A élevé à la puissance 3. Bon, finalement, vous voyez que la plupart du temps, vous aurez des calculs très faciles. Mais retenez quand même cette formule-là qui est générale, ça donne une bonne utilisation de cet outil mathématique. Il y a la question maintenant, c'est de se dire comment obtenir la masse des motifs dans la maille. Pour ça, eh bien, ce qu'on va... donc là, ici, on cherche à calculer la masse d'un unique motif.
Motif, je vous rappelle, c'est un ion, une molécule, et pour ce motif, on va vous donner dans l'énoncé sa masse molaire. Alors ici, je vais prendre une notation classique, la masse molaire, je vais la noter grand M. Donc puisque la masse molaire du motif est grand M, ça veut dire que si dans la maille il y avait une mole de motif, ce qui est gigantesque, ce qui ne rentrera pas dans une maille de taille microscopique, donc s'il y avait une mole, eh bien la masse contenue à l'intérieur serait la valeur numérique de grand M exprimée en grammes. La question, c'est de se dire quelle est la masse d'un unique motif. Cette masse peut être obtenue à partir de la masse molaire et d'une autre grandeur que vous connaissez depuis quelque temps déjà, le nombre d'Avogadro. Cette masse d'un unique motif, je vais l'appeler petit m, et petit m est égal au rapport de la masse molaire sur le nombre d'Avogadro. On prend un instant pour regarder les unités dans cette relation mathématique. La masse molaire s'exprime en grammes mol-1. Le nombre d'Avogadro, c'est un nombre d'entités par mol, donc ça s'exprime en mol-1. Et j'obtiens donc, pour M, une masse en grammes. Ok, donc on a l'expression de la masse d'un motif, donc ça c'est une unique molécule par exemple, en fonction de sa masse molaire et du nombre d'Avogadro. Mais dans le cas général, des motifs, eh bien, on en a un nombre égal à la population Z. Si on reprend tout ça, ah tiens, je me rends compte que j'ai un conflit avec mes notations, puisque j'ai pris petit m ici et petit m là. Comment est-ce que je vais pouvoir noter ça? Je vais simplement prendre ici m total, hop, pour dire la masse totale des motifs dans la maille. Et du coup, la masse totale, ce sera égal à la masse d'un motif, petit m, multiplié par le nombre de motifs dans la maille, autrement dit, la population, grand Z. Par conséquent, ρ va s'écrire donc la masse totale, on a dit que c'était m fois z sur le volume, A scalaire B vectoriel C. Et puisque petit m est égal à grand M sur NA, ρ va être égal à la masse molaire fois la population d'une maille divisé par le nombre d'Avogadro multiplié par le produit mixte A scalaire B vectoriel C. Et cette formule, c'est une formule générale qu'on peut appliquer à toutes les mailles qui sont décrites par Bravais. Alors concernant cette masse volumique, une bonne façon de vérifier si vos applications numériques sont dans la bonne marge, c'est l'ordre de grandeur associé. Les masses volumiques ρ, on les exprime en cristallochimie en général en kilogrammes par mètre cube, et la valeur doit être aux alentours de 1000 à 10 000 kg par mètre cube. Si vous avez dans votre cristal des atomes aux masses molaires très faibles, comme le lithium par exemple, vous allez avoir des masses volumiques plus proches de 1000, voire peut-être légèrement inférieures. Alors qu'au contraire, si vous avez des atomes aux masses molaires très élevées, de l'or, du plomb, et bien là, vous aurez des masses molaires qui peuvent être très grandes. En ce qui concerne les composés purs, la masse molaire la plus élevée est obtenue pour l'osmium, elle est à 22 000 kg par mètre cube. Ça vous donne comme ça une plage de valeurs possible pour cette grandeur. Le point suivant est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle la condition de tangence. On appelle aussi ça parfois la condition de contact. Une condition de tangence, c'est une relation mathématique entre le rayon d'un motif, qu'on va noter petit r, et le ou les paramètres de maille, petit a, petit b et petit c. Dans l'exemple avec lequel on travaille, comme ce sera le cas la plupart du temps,
on aura une maille cubique, 2 paramètres de maille, petit a. Pour avoir la condition de tangence, il faut analyser la structure. Donc d'abord, on doit observer et se dire à quel endroit les motifs sont-ils au contact. Dans le cas d'une maille cubique simple, eh bien, le raisonnement est relativement facile, puisque si on se place sur une arête, on va avoir la représentation suivante. Donc là, je vous mets une arête de longueur A. On va avoir deux motifs. C'est pas très bien dessiné, mais je pense que vous voyez l'idée. Là, ici, je me place par exemple sur l'arête qui est là, en bas à l'avant. On remarque qu'on a deux fois le rayon qui va apparaître, une première fois ici, une deuxième fois là. Et donc, la relation de tangence est ici extrêmement simple. Elle s'écrit A égale 2R. La dernière grandeur qu'on va vous demander de calculer, c'est la compacité. Alors, la compacité, je vais la noter C majuscule. Et pour pouvoir définir cette grandeur, il faut comprendre que le mot compacité vient du terme compact. On va essayer de savoir quel est le taux d'occupation à l'intérieur de la maille. Pour ça, on va dire que la compacité est égale au rapport du volume de tous les motifs au pluriel donc dans la maille divisé par le volume de la maille elle-même. Donc ça, c'est une définition très générale. Ce qu'on va faire maintenant, c'est détailler le calcul de la compacité dans le cas de notre empilement cubique simple. Donc si vous reprenez le schéma qui est un peu plus haut, celui-ci, vous voyez qu'il y a des zones où de la matière est présente, mais notamment au centre du cube, il y a aussi des zones où il n'y a pas de matière, il y a du vide. L'idée ici, c'est de savoir quel est le pourcentage occupé par la matière, quel est le pourcentage occupé par le vide. Alors, détaillons pour cet empilement. Alors tout d'abord, le volume de la maille, dans le cas d'un empilement cubique, on l'a vu, c'est très simple, c'est égal à A au cube. Concernant le volume de tous les motifs contenus dans la maille, eh bien, pour avoir cette grandeur-là, on va prendre le volume d'un seul motif qu'on va multiplier par la population Z. Étant donné qu'on se place dans le modèle des sphères dures, le volume d'un seul motif de rayon R, eh bien, il va être défini comme égal au volume d'une sphère de rayon R. Le volume d'une sphère, mathématiquement, ça fait partie des formules que vous devez retenir par cœur, c'est égal à 4/3 de pi fois le rayon puissance 3. De plus, on sait que pour l'empilement cubique simple, Z égale 1. Du coup, la compacité va être égale au volume d'un motif, donc fois 1, 4/3 de pi r cube fois 1. Je vais y arriver. 4/3 de pi r cube fois 1, je ne l'écris pas, divisé par le paramètre de maille puissance 3. Ce résultat, il n'est pas final, puisque on est capable d'exprimer le paramètre de maille A en fonction du rayon R. Et donc c'est ce qu'on va faire. Ici, on sait que A est égal à 2R. Donc on va avoir, je vais écrire ça comme ça, 4/3 de pi r cube. Et A puissance 3, je vais l'écrire 2R, le tout à la puissance 3,
Ce qui va donc nous faire une compacité égale à 4πr³ sur 3 fois 8 fois r³. Arrivé ici, on s'aperçoit qu'on peut simplifier au numérateur et au dénominateur par le rayon puissance 3. Et il va donc nous rester du pi sur 6. Je ne me suis pas trompé, 4 divisé par 8, ça nous fait 1 sur 2. Ça nous fait bien du pi sur 6. Il reste à faire l'application numérique. Alors, à la calculatrice, on trouve pi sur 6 à peu près égal à 0,52. Ça signifie que lorsqu'on empile des sphères dures, donc par exemple, si vous avez des billes de billard, eh bien, vous le prenez, vous les empilez. Le cube défini par le centre de chacune des sphères ne sera rempli de matière qu'à 52%, les 48% restants étant du vide interstitiel. Concernant ces valeurs de compacité, il y a une valeur particulière que vous devez retenir dans le cadre du modèle des sphères dures, c'est la valeur maximale atteignable en empilant des sphères dures. La valeur maximale, c'est 0,74, donc 74% de matière et le reste, 26% de vide. On ne pourra jamais excéder cette valeur avec ce modèle. Par contre, dans la réalité, on pourra bien sûr aller au-delà si le modèle des sphères dures n'est pas bien respecté, si on s'en éloigne. Bien, donc avec ça, on termine la première leçon et la leçon suivante va nous faire travailler sur des empilements, principalement cubiques. On verra également un empilement de type hexagonal.